Et je vous demande, après ces remerciements et ces salutations à Maxime Blondeau, d'accueillir nos invités. C'est parti. On va avoir là quelqu'un qui mène une réflexion avec ses équipes extrêmement pointues, très techniques, mais qui est au service des entreprises, qui représente là l'État, mais l'État, là, ça ne veut rien dire, vous allez voir que c'est très précis. C'est l'OFREMI, l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles au sein du BRGM. Il est docteur, ingénieur chimiste, monsieur Stéphane Bourg. Stéphane Bourg, s'il vous plaît. Voilà, si vous voulez bien prendre place tout au bout. Stéphane, merci. Ravi de vous accueillir, pardon, je vous en prie. Avec nous, deux représentants de deux autres filières que la vôtre, qui réfléchissent sur ces questions justement de limites. Limite des ressources, limite des exigences, limite dans la chaîne de valeur qui est la leur. On en aura deux sur les engrais, une autre sur les minéraux. Nous accueillons d'abord Madame Delphine Gay, la présidente de l'UNIFA. Delphine Gay, s'il vous plaît. Merci Madame, bonjour. Ravi de vous accueillir. Je vous en prie, prenez place. Vous êtes présidente de l'Union des industries de la fertilisation, c'est-à-dire vous êtes les engrais. Vous êtes vous-même directrice de la communication des affaires publiques et de l'engagement sociétal de Yara France, un gros producteur. Vous êtes vous-même scientifique, biotechnologie végétale de formation. Autre filière, la troisième, l'Alliance des métaux, minéraux et minerais. Bruno Jacquemin, délégué général de la troisième, qui est en amont au fond de beaucoup de vos fournisseurs. Et qui va nous rejoindre. Bonjour, je vous en prie. Vous êtes ingénieur des mines de Nancy, délégué permanent par ailleurs du comité stratégique de filière, mines et métallurgie. C'est dire à quel point vous avez cette vision stratégique. Et puis deux représentants de votre filière. Je vais commencer d'abord par Axalta, Redouane Amin, directeur commercial Europe de l'Ouest chez Axalta Refinish. Ravi de vous accueillir, je vous en prie, prenez place. Merci à vous. Et puis, last but not least, vous êtes très présent ce matin, ASCO-Nobel, avec en effet Achilles Pilidis, directeur des achats chez ASCO-Nobel. Merci, allez, on le soutient aussi, s'il vous plaît, voilà, par quelques applaudissements. Merci infiniment, bonjour, prenez place. Alors, et là, j'espère aussi que nous aurons un dialogue avec eux. Vous avez bien compris que l'objectif, c'est ça qui est passionnant dans ces matinées, dans ces journées FIPEC, c'est qu'il y a une volonté d'essayer d'élever le niveau de la réflexion en défocalisant et puis en ramenant petit à petit à une dimension un peu plus opérationnelle peut-être pour vous et qui tienne compte de vos réalités tout en restant tout de même attaché à cette réflexion plus macro qu'on va avoir. Vous avez tous un micro, Monsieur Bourg, je vais commencer par vous, si vous voulez bien, parce que d'abord peut-être, j'ai essayé de définir la nouvelle mission de l'OFREMI, qui est un organisme tout neuf, issu du BRGM, ça parle ici à tous les ingénieurs qui sont ici. Qu'est-ce que c'est que l'OFREMI? Comment vous avez été créé et quel est votre objectif stratégique? Merci Thierry. Bonjour à tous. Nous avons été créés suite aux préconisations du rapport de Philippe Varin de janvier-février 2022 pour renforcer la sécurisation des chaînes de valeur françaises autour des problématiques, notamment des métaux stratégiques. Ce rapport Varin proposait 3 actions spécifiques pour renforcer cette sécurisation. La création d'une délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques. Ça a été chose faite en décembre 2022. C'est M. Benjamin Galzo qui a le poste. La création donc d'un observatoire français des ressources minérales pour apporter de l'information, de l'analyse, des recommandations à l'État, mais aussi aux filières industrielles. Donc c'est l'OFREMI. Et le 3e axe était la création d'un fonds métaux pour soutenir l'investissement à la fois sur les aspects mines, traitement et recyclage, qui existe aussi aujourd'hui. Au fond, on peut dire que, et ça c'est le rapport Varin, mais les politiques, le gouvernement, l'État prend conscience qu'il faut agir pour répondre à une problématique qui s'est imposée depuis quelques temps, quelques décennies au moins, et pas uniquement par le problème chinois, qui est que minerais, ressources de manière générale, parce qu'il y a d'autres outils que simplement le BRGM, mais vous êtes spécialisé évidemment sur les minerais. Comment on peut faire pour aider nos entreprises
à répondre à toute cette problématique de la rareté, de la raréfaction, de la baisse dans le monde, à cause de la nature ou à cause de l'organisation géopolitique, je fais référence aux Chinois, des minerais. Comment on fait et comment d'abord peut-être on peut déceler, repérer, il faut diagnostiquer. Venons-en alors justement au diagnostic. Vous êtes l'émanation de ça. Dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Ça va dépendre des secteurs, mais on voit aujourd'hui qu'on est, alors je ne sais pas si on peut dire dans la confiance ou dans l'optimisme, mais ce qui a été vraiment compris avec la création de l'Observatoire, c'est que ce n'était pas uniquement une position de l'industrie ou une position de l'État, mais c'était un travail conjoint. Donc l'OFREMI, c'est un partenariat public-privé qui réunit en permanence dans ses travaux à la fois l'industrie et les services de l'État. Et aujourd'hui, ce qui est crucial pour les chaînes de valeur, et notamment pour les acteurs aval, c'est leur connaissance et leur compréhension, non pas des approvisionnements, mais des chaînes d'approvisionnement. Et c'est ça aujourd'hui... Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est-à-dire que le problème, c'est pas si j'aurais ma ressource initiale, je comprends pas. C'est ça. Aujourd'hui, on a souvent ramené la discussion autour de cette sécurisation autour des matières premières elles-mêmes, et notamment ce qui se passe au niveau européen avec des noms comme le Critical Raw Materials Act, comme la criticité européenne qui pointe toujours sur des matières, laisse penser justement que les problématiques sont au niveau de la géologie et de la production des matières. La réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, sur les problématiques de ressources et de réserves, on est loin d'avoir atteint les limites, notamment pour les transitions, que sont les transitions énergétiques, numériques, l'aéronautique, la défense. Notre sous-sol regorge de suffisamment de matière. Aujourd'hui, donc, la problématique, elle est sur l'organisation de ces chaînes de valeur, de qui maîtrise les différentes étapes, où sont mis les investissements, comment sont priorisées les actions, et comment les différents acteurs, finalement, prennent la responsabilité de leur rôle dans cette chaîne. Bon, alors... Très bien, ça s'est posé. On peut s'arrêter là parce que vous avez fait la conclusion, hein, presque. Mais sauf que j'ai entendu tout à l'heure un patron, un CEO qui a pris une décision à un moment donné parce qu'il a pris conscience du fait que le cuivre, c'est fini. Ou en tout cas, bon, alors on vient de redécouvrir, paraît-il, des éléments. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, entre les lieux communs, peut-être? D'abord, une appréciation du temps différente. On parle de quoi? De 2030, 2050? Qu'est-ce qu'il en est tout de même des approvisionnements dont en préparant, vous m'avez quand même dit, si, il y a toute une série de domaines où demain, il n'y a plus rien. Demain, il n'y a plus rien si on ne change rien. Donc demain, à 5 000 € la tonne, il n'y a plus de cuivre. Ça, c'est à peu près sûr. À 10 000 € la tonne, on commence à avoir ce dont on a besoin hier. À 15 000 € la tonne, on commence à avoir des marges. À 20 000 € la tonne, vous aurez ce que vous voulez. Vous en aurez du coup peut-être trop. Du coup, le marché va capoter et ça va se recasser la figure. Donc, il va falloir que ce système trouve un équilibre. Aujourd'hui, la disponibilité des ressources, encore une fois, ce n'est pas ce qui est dans le sous-sol, c'est l'ensemble du modèle économique pour y avoir accès et ce qu'on est prêt à y mettre pour y avoir accès. Alors d'accord, mais tout de même un petit effort, pardon. Aidez-moi un peu quand même. Dites-nous, vous, le géologue, enfin le chimiste. Un géologue. Non, mais bon, vous travaillez avec des géologues. Dites-nous quand même, là où on a des points de tension clairs, qui intéressent aussi ceux qui utilisent des pigments, les chimistes qu'ils sont, aujourd'hui. Sur quoi, quels sont les soucis? Puis on va faire le tour, vous allez nous décrire ce que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, les soucis, ils sont à différents niveaux. Ils sont au fait qu'on a perdu la maîtrise des chaînes de transformation. Donc on est beaucoup dépendant de décisions géopolitiques plus que d'une question de disponibilité des matières. On a eu quasiment toutes les compétences en France et en Europe pour produire les matériaux dont on a besoin aujourd'hui. On a laissé partir ces compétences depuis une bonne quarantaine d'années, mais on aurait les matières. Donc aujourd'hui, c'est ce positionnement sur la chaîne de la valeur. Et puis le deuxième point, c'est l'organisation des chaînes de valeur. Aujourd'hui, ce qui fait la force de la Chine, c'est ce qu'on appelle une intégration verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix ou le coût des matières premières disparaît de leur équation parce qu'ils ont la mine, le raffinage, la transformation, la fabrication des composants, la fabrication des produits et à terme la fabrication des voitures, des avions, etc. Et puis, ils sont aussi loin d'être stupides, ça a été très bien mentionné précédemment. Ils prennent énormément en compte les aspects environnementaux
et notamment par la mise en œuvre du recyclage qu'il pratique depuis très longtemps, qui n'est pas forcément tracé, mais nous avons tous de la matière recyclée dans tous les produits qui arrivent de Chine aujourd'hui. Bon, alors vous ne voulez pas en répondre sur les matériaux eux-mêmes. Non, mais on le fera plus tard. Je vais passer à Madame Gay, parce que c'est intéressant de déporter le regard, de se déporter pour aller un peu regarder comment c'est vécu sur le terrain dans différentes filières. La vôtre, messieurs tous les deux, et puis Sconovel et Axalta, et puis les deux autres. Madame Gay, d'abord, présentez-nous l'UNIFA, peut-être, et puis votre entreprise, Yara. Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc l'UNIFA fédère l'ensemble des producteurs d'engrais, donc des engrais organiques, des engrais minéraux, des biostimulants, toutes les solutions et les technologies qui vont permettre aujourd'hui de nourrir nos plantes. Donc je vais être plutôt de terre à terre par rapport aux autres intervenants, mais voilà. Donc l'UNIFA et nos entreprises, sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc oui, nous sommes des acteurs du territoire et on pourra. Et fondamentaux pour un de nos aspects essentiels de notre économie, l'agroalimentaire, par exemple. Exactement, et nous sommes un secteur stratégique. Stratégique sur 2 points, c'est-à-dire que, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, les engrais minéraux azotés sont responsables de 50% de la production alimentaire mondiale. C'est-à-dire que sans ces engrais, c'est 50% de production alimentaire en moins. C'est la famine. Donc, on est aujourd'hui reconnu comme un secteur stratégique. Et d'ailleurs, vous avez peut-être suivi de loin le projet de loi d'orientation agricole. Mais les engrais, la fertilisation a été remis en haut en top list pour assurer, en tout cas faire en sorte de renforcer notre capacité de souveraineté, de production d'engrais en France. Et en France, vous êtes étranger ou français, 35, c'est ça ? Exactement, dont ma Yara. société, Yara, qui est une entreprise norvégienne. Et non, les Norvégiens n'ont pas mis de côté les sujets agroclimatiques. Je pourrais donner des éléments aux précédents intervenants. Non, je fais une petite parenthèse. Oui, donc mon entreprise, Yara, c'est le leader mondial des engrais minéraux azotés. Donc, j'ai bien aimé l'exemple aussi du leader qui doit essayer d'orienter, de donner de nouvelles voies. Alors, si l'équipe de la FIPEC a pensé à vous, parce que c'est intéressant d'aller voir ce que vous vivez en termes à la fois de ressources biologiques, de ressources minérales, les problèmes que vous allez rencontrer, et puis d'énergie aussi, parce que vous m'avez dit, mais surtout c'est l'énergie, et donc d'organisation aussi de votre chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'il en est ? Vos problèmes aujourd'hui, c'est quoi ? Exactement. Alors, avant de parler des problèmes, mais je vais revenir, je vais répondre à la question. Donc, on a un secteur stratégique pour assurer notre souveraineté alimentaire, mais nous sommes également un secteur de l'agriculture qui, depuis des décennies, n'a eu de cesse que de trouver des moyens pour réduire les impacts de l'agriculture. Très tôt, nous avons eu des oppositions à l'utilisation d'intrants. Là, je parle des engrais, de la nutrition, mais vous connaissez bien le sujet sur les pesticides, sur tout un tas d'intrants que nous utilisons aujourd'hui pour produire notre alimentation. Ce qui fait que très tôt, nous avons dû tous ensemble, tous les acteurs de l'agriculture, trouver des solutions pour réduire à la fois les quantités et donc améliorer les qualités. Donc, je fais écho à la précédente intervention. Voilà, c'est juste pour vous positionner un peu dans Mais venons-en sur les obstacles que vous avez aujourd'hui. Allons-y si vous voulez bien. Alors, on va commencer par le premier. Je vous ai parlé des engrais minéraux azotés. Nous faisons partie des entreprises les plus consommatrices de gaz. Un exemple, ma société, comme un de mes confrères qui a des sites en France de production d'ammoniac. L'ammoniac, je ne vais pas faire de cours de chimie, mais vous captez l'azote de l'air que vous associez à l'hydrogène. L'hydrogène est donc la matière première utilisée et aujourd'hui, elle provient du méthane, CH4. Et quand vous prenez l'hydrogène, vous dégagez le carbone. Donc, on fait partie des 50 entreprises qui ont été appelées par le président de la République pour accélérer la décarbonation de nos sites. 1 tonne d'ammoniac produit, c'est 2 tonnes de CO2 dégagées. À travers le monde, la production d'ammoniac, c'est 200 millions de tonnes. Donc, on voit vite les calculs. Donc, le point important, c'est le gaz. Le gaz, c'est aujourd'hui 90% du coût de production de l'ammoniac. Donc, avec le départ de la guerre en Ukraine, on a vu les montants de gaz augmenter. Et très vite, on s'est rendu compte que notre modèle économique à partir du gaz
avait un petit souci. Des sites européens ont dû s'arrêter, hein, c'était plus gérable. Donc voilà, ça c'est la première limite. Je ne vais pas parler de solution tout de suite, c'est ça? Non, non, mais parlons du coup sur l'énergie, de votre problème face à l'énergie, parce que la France est plutôt riche en énergie électrique. Alors, électrique, oui, tout à fait. Alors, remplacer le gaz, c'est possible. La seule chose, c'est que ça nécessite des investissements et qu'il faut en effet électrifier ces sites. Pour vous donner une idée, mon site du Havre consomme à lui seul 1 à 1,5% de tout le gaz consommé en France. Donc on a des techniques maintenant pour essayer de passer de l'hydrogène, du méthane à l'hydrogène de l'eau, grâce à ces fameux électrolyseurs, mais qui sont extrêmement énergivores. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une énergie bas carbone ou décarbonée, ce qui est très bien. Et le nucléaire a été reconnu comme bas carbone, mais il nous en faut une quantité considérable pour faire ce remplacement. Donc ça, c'est la première ressource, le gaz. Deuxième On voit bien que là, il y a une contradiction éventuelle entre se passer du gaz pour des raisons écolo et pas uniquement géopolitiques, et puis le fait de vous fournir l'électricité. Mais alors, dans ce cas-là, il vous faut une centrale atomique à peu près nouvelle par usine, quoi, en gros. Un peu près, ce que vous nous dites, en résumant. Donc on voit bien là la chaîne de valeur, comment elle se constitue. Et on pourra parler du coût. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les matières organiques. Et là, on va rentrer en compétition avec d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos entreprises vont valoriser l'ensemble des coproduits de la filière agricole, agroalimentaire et des coproduits industriels. Je pense qu'on a des collaborations avec vous. Mais ces coproduits sont également utilisés pour faire de l'énergie. On parle de biomasse pour l'énergie, ces fameux méthaniseurs, etc., etc. Donc on voit les coûts augmenter. Et on est vraiment aujourd'hui... on se rapproche d'une compétition d'usage. D'où cette importance pour nous de ramener la production agricole, le premier objectif, l'alimentaire. Donc on repositionne un peu le sujet. Donc matière organique, donc compétition. Et les matières premières minérales. Donc je ne vais pas faire de cours de géologie, mais en France, dans le monde, on a une répartition géographique de ces minéraux qui n'est pas en notre faveur, oui. Si je parle du potassium ou du phosphore. Et encore une fois, la guerre en Ukraine nous a demandé d'avoir une nouvelle agilité d'approvisionnement, parce que pour vous donner un chiffre, la Russie et la Biélorussie, à eux seuls, pas pour les mêmes raisons en tout cas, dans notre choix de se réapprovisionner, fournissent 40% du marché de la potasse mondiale. J'ai oublié de vous dire aussi que la Russie, c'est quand même 40% de la fourniture de l'urée et de l'ammoniac mondial. L'urée, c'est vraiment l'engrais le plus utilisé à travers le monde. Donc voilà les ressources. Et bien sûr, nous avons également l'eau qui fait partie des ressources importantes de notre activité. Alors, on reviendra. On voit bien, merci pour cette intervention, parce que vous nous avez permis de voir à tel problème vous êtes confrontés aujourd'hui, qu'on voit bien que ce n'est pas une affaire de ressources, mais plutôt de comment on arrive à la générer, à l'engendrer, cette ressource. Bruno Jacquemin, alors la vision d'une autre filière encore, 3M. Donc on est dedans. Alors, tout va bien, si on entend Stéphane Bourg, tout va bien. Stéphane n'a pas dit que tout allait bien. Non, mais enfin, il nous a dit quand même. Stéphane a dit qu'on avait effectivement des solutions. Alors moi, effectivement, je dirige à 3M. À 3M, c'est la fédération des industriels de la mine, en gros, de tous ceux qui sont sur le cycle de production des métaux. Extraction minière, raffinage, transformation et évidemment recyclage, au sens où le recyclage, c'est la réincorporation des métaux usagés dans l'industrie et pas simplement la collecte et le tri. Et donc, c'est une petite filière qui a été terriblement abîmée par 40 ans de décentralisation. Ce qu'évoquait Stéphane sur le fait qu'on avait des fleurons dans cette filière qui ont disparu depuis 30 ans. Il n'y a plus de mines en France. Il n'y a plus de mines en France. Si, il y a des projets de mines en France, mais c'est vrai qu'il y a des mines qui existent, effectivement. Après, il faut regarder comment on les qualifie. Mais concrètement, on est une filière qui est passée, qui a disparu de l'horizon de l'imaginaire, pour reprendre les mots de Maxime. C'est ça. Qui a disparu de l'imaginaire collectif français depuis 40 ans.
En fait, on a sous le double, je dirais, le double input on peut faire une économie faiblesse, hein, Serge Turuc, on peut développer une mondialisation pour optimiser les coûts. On s'est dit, finalement, cette filière, on n'a pas trop envie de la développer dans notre pays. Laissons finalement les autres s'en occuper. En plus, ça va nous permettre... On a chassé l'idée de la mine de notre territoire. Exactement. Et puis, alors que, je le rappellerai juste pour le fun, si j'ose dire, et je ferai là aussi écho aux propos de Maxime, l'économie néolithique, on y est effectivement encore, puisque notre filière, c'est la première industrie de l'humanité. Ça fait 6000 ans que l'homme extrait. L'âge du cuivre, c'est il y a à peu près... l'âge du bronze, pardon, c'est plutôt il y a 5000 ans. L'âge du fer, c'est il y a 3000 ans. Et c'est intéressant l'âge du bronze, parce que le bronze, c'est déjà des alliages. Donc en gros, depuis 5000 ans, on est dans une logique où on extrait des minéraux et des métaux du sol, on les transforme. Et à chaque fois qu'on l'a fait, et à chaque fois qu'on a amélioré la technologie et les process industriels, l'humanité a fait des sauts d'évolution considérables. Et alors, ça, on l'a oublié. Quelle est votre vision à vous? C'est la même question que je posais à nos deux interlocuteurs précédents. De ce que l'on va manquer. De quoi va-t-on manquer et qui vous gêne? On va manquer de tout, il faut être clair. On va manquer de tout. On nous a dit que non tout à l'heure, qu'il y aura toujours des solutions, il suffit d'augmenter les prix. Non, mais c'est la question du risque. Il faut regarder les choses sous l'angle du risque. On a des ressources minérales en Europe, on a de la matière première. Est-ce qu'on est prêt à les développer dans des conditions acceptables pour nos concitoyens? Aujourd'hui, c'est une question qui est posée. On a en ce moment un débat public sur une mine de lithium dans l'Allier. On voit les questions qui se posent et on voit surtout, ce qui est frappant, c'est à quel point on a une ignorance crasse, pardonnez-moi, une ignorance crasse de notre population, y compris dans tous les niveaux de la société. C'est pas simplement... On a une ignorance crasse de ce que nous représentons. On a oublié que 80% des éléments du tableau de Mendeleïev, oui, je fais un peu de chimie, ce sont des métaux. On a oublié qu'effectivement... On est dans un univers et dans un monde où tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, tout ce que vous portez, ça a soit été cueilli, récolté, soit été extrait. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est le seul qui... Un ou deux, vous réfléchissez. Dont parlait Maxime Mondeau. Quand vous regardez, et donc on a oublié ça. Et effectivement, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que ça nécessite de penser autrement. C'est-à-dire ça nécessite de prendre conscience que, et je reviendrai sur le mot très important qu'a évoqué Stéphane sur la chaîne de valeur, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de se rendre compte que quand on produit quelque chose, on a des sous-traitants, des fournisseurs de 1, 2, 3, et ça va très très loin. Et si on oublie au bout de la chaîne, on a des métaux dans tous les cas. Hein. Vous prenez toutes les filières du Conseil national d'industrie, je pense au contrôle d'Alexandre Sobo, vous prenez toutes ces filières, vous avez à chaque fois 30 ou 40 métaux. Tout à l'heure, je sais bien qu'on vient de faire une découverte en Norvège, une grosse... Mais vous m'avez dit en préparant cette table ronde, le cuivre, dans 5 à 10 ans, on a un très gros problème. Voilà. Oui, on a un problème mondial dans le cuivre, puisque dans le cuivre, on n'a pas fait les investissements miniers depuis 10 ans. En fait, au moment où on aurait dû anticiper... Mais il y en a encore, c'est pas un problème de... les besoins, on n'a pas été chercher, on n'a pas préparé les projets miniers. Donc on va avoir un mur, c'est très clair. On va voir comment on s'en sort, mais on a effectivement d'énormes problèmes devant nous. Alors, on va voir comment vous travaillez pour identifier à la fois les nœuds, et puis on parlera des solutions. Mais d'abord, j'en viens à la filière, je dirais, de la FIPEC. Peut-être avec vous, Akilis Pilidis, le diagnostic que vous faites sur les tensions du moment. Alors, dans votre secteur colle, peinture, vous avez, finalement, un peu de recul, mais vos fournisseurs, eux, ont des soucis parfois. Comment vous voyez le sujet ? Oui, alors, actuellement, on est en train de vivre aussi une conjonction des crises qui se succèdent. On a parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé également de tout ce qui est transition climatique, et on voit tout ce que ça peut créer comme problème ponctuel, mais à plus long terme, des problèmes qui vont devenir structurels. Et on est en train de se dire... Nous, on veut s'engager dans une voie de plus en plus vertueuse en termes d'impact carbone. Quand on fait une analyse de nos produits, donc on divise environ à 50% ce qui est l'impact carbone de nos produits sur leur cycle de vie, c'est-à-dire à partir du moment où on l'a mise dans un pot, on est en train de les distribuer, et derrière, ça va être la durée de vie du produit. Bien évidemment, si on arrive à faire des produits beaucoup plus durables dans le temps, on réduira cet impact carbone. L'autre 50%, c'est l'amont. Et dans cet amont, quand on regarde l'énergie nécessaire pour que nous, on transforme
les matières premières que l'on reçoit, on est en train de parler des 2 à 3%. Ce qui veut dire qu'il faut que 2 à 3% de quoi? 2 à 3% du 100% du cycle de l'empreinte carbone complète du produit. Ce qui veut dire que nos fournisseurs sont quelque part contributeurs à 47 à 48% de ces bilans globaux. Si on veut s'engager dans cette voie-là, eh bien, il faut que nos fournisseurs s'engagent aussi. Et donc, notre souci aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des fournisseurs qui commencent à s'engager dans cette voie pour qu'ensemble, on arrive à rendre quelque part toute cette promesse-là sur la transition beaucoup plus vivable. Alors, on voit bien là, c'est la problématique de la chaîne de valeur. Mais en termes de ressources pures, est-ce que vous avez des problèmes dans la filière peinture, colle, liés tout simplement à ce qu'il manque des pigments, des éléments fabriquant les pigments qui vous permettent de les fabriquer, qui vont disparaître et qui vous posent un problème technique? Non, vous ça va? Tous les jours. Et quelque part, on a parlé des problèmes énergétiques. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on travaille encore dans la filière pétrochimique, qui est, mine de rien, encore prépondérante dans nos industries, bien sûr, on voit que l'Europe est délaissée pour le Moyen-Orient et quelque part un retour aux États-Unis, puisque l'accès à l'énergie est beaucoup plus facilement accessible en termes des coûts, mais en termes de prédictibilité également. Parce que, disons que les lois du marché sont beaucoup plus simples à comprendre et à appliquer. Ce qui veut dire qu'en clair, très rapidement, on arrive à avoir des sources européennes qui s'étarissent petit à petit. Et je ne parle pas non plus de ce qu'on a parlé tout à l'heure avec quelque part la fin de l'abondance, où pour avoir accès à un certain nombre de ressources, il faut aller creuser plus profond, des choses comme ça. Bon, mais c'est rajoute à ça, permettez-moi. Allez-y. Donc, c'est rajoute à ça le fait qu'on a vécu là aussi, c'était un des effets concomitants de la crise, une pandémie qui n'était pas arrivée sur les continents européens, voire sur le monde, depuis au moins 100 ans. Mais il a fallu réagir à cette crise-là. Néanmoins, cette crise-là a laissé des séquelles. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de fournisseurs qui ont été affaiblis et qui, quelques années après la crise, s'ils n'arrivent pas à retrouver quelque part leur système de valeurs d'avant, ils commencent à faire faillite. Et donc là aussi, c'est un effet supplémentaire par rapport à l'accès à ces matières premières. Donc vous nous dites au fond, j'avais compris ça dans la préparation, que vos réserves, les réserves pour fabriquer des pigments, qu'ils soient minéraux ou organiques, elles existent. Le sujet, c'est plutôt nos fournisseurs en amont, leur capacité à rester eux-mêmes à alimenter, l'énergie aussi. Donc on voit bien que vous, c'est plutôt l'amont. Je me tourne, si vous permettez, d'abord pour le diagnostic vers Redouane Amine, donc Axalta Refinish. Vous aussi, quel est l'état des lieux que vous faites? Alors, juste pour repositionner d'abord un petit peu Axalta. Axalta, c'est un des fabricants mondiaux de peinture, particulièrement focalisé sur l'industrie, en particulier l'industrie automobile. Donc, je parle de cette place-là, et moi, j'œuvre principalement en Europe de l'Ouest. Alors, plusieurs choses sur le diagnostic. La première chose dont a parlé mon collègue et auquel je souscris totalement, c'est qu'on ne connaît pas dans la fourniture de peinture de semaines ou de mois sans problématique d'approvisionnement forte. De quelle nature? Alors, on a un certain nombre de commodités qui sont particulièrement impactées. J'aime bien citer les pigments. Il n'y a pas que les pigments, les additifs aussi, et d'autres. Sauf que le pigment a quelque chose de très particulier dans le cadre de la fabrication de peinture, puisqu'il donne la couleur. Il s'avère que dans l'automobile, on produit à peu près entre 50 000 et 100 000 couleurs. Donc, juste pour vous donner un ordre... Entre 50 000 et 100 000 couleurs. À chaque fois. Chaque teinte est différente. Donc, c'est une problématique. Mais, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour moi, pour tout le monde? Et j'aime bien donner cet exemple parce qu'on l'a déjà vécu, effectivement, dans les crises mondiales. Fukushima, une usine de pigments unique dans le monde, pigment jaune, je crois, à l'époque. Là-bas, au Japon, à côté de l'usine. L'usine s'arrête. Pas d'autres sources de fourniture. Ça servait à faire ce qu'on appelle les teintes chromatiques, donc les teintes qui changent, les teintes à effet. Typiquement, aucun des grands fabricants de peinture mondiaux n'a su fournir de teintes chromatiques pendant une période assez longue.
Et ça arrive régulièrement. L'année dernière, il manquait des bleus. L'année d'avant, c'était les verts. Enfin, voilà. Donc ça, on vit avec cette problématique de façon quotidienne. Vous trouvez des solutions? On reviendra aux solutions plus tard, n'est-ce pas? Non, mais Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le côté client. On en parlait tout à l'heure. très important. Le côté client commence à effectivement prendre de l'épaisseur. Ça veut dire quoi, prendre de l'épaisseur chez des clients? C'est qu'on nous demande effectivement des problématiques de durabilité, de maîtrise des systèmes, maîtrise des risques, etc. Fort bien, ça marche pour un produit, pour 10 produits. On n'est pas du tout dans une approche systémique, évidemment. Et des approches systémiques, comme on vient de le dire, à l'échelle mondiale, on commence à rentrer dans des complexités d'un ordre particulier. Et vous voyez, tout ça pour revenir sur aussi ce qu'on disait tout à l'heure, sur en règle générale, la déplétion des matières premières. Donc là, on parlait du cuivre, on pourrait parler de plein d'autres choses. Donc en peinture, il y a des choses qu'on sait faire, puis il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est bien sûr toute la force d'une organisation comme la FIPEC, d'intervenir auprès des pouvoirs publics de façon à pouvoir échanger, donner des informations et rentrer dans un débat. Alors, on pourrait prendre le débat du titane. C'est un bon débat, le titane, pour un fabricant de peinture. C'est-à-dire? Sans titane, on a du mal à faire de la peinture. Oui. Voilà. Et quel est le problème sur le titane? Alors, il faudrait demander à ces messieurs, mais il y a une certaine forme de tension sur le titane. On va y revenir, mais c'était un peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que quand vous avez en économie des tensions sur un marché, grosso modo, il y a deux façons de répondre aux tensions sur le marché. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous avez un tri sur le prix. Très bien. L'autre prix, c'est la location. Si ce n'est pas du prix, c'est de la location. Ça veut dire à location, tout le monde ne peut pas acheter. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes sur une ressource rare qui est en déplétion, vous allez avoir ces deux phénomènes économiques qui vont arriver. Soit vous payez, soit vous êtes réservé. Alors, on n'en est pas là encore. Hein. Sur le titane, pour l'instant, on est plutôt dans une approche où on paye. Non, mais j'ai l'impression que plus qu'à moi, ça a dit quelque chose à tous vos collègues qui sont ici, cet exemple du titane. Achilles Pilidis, j'ai l'impression que Redouane Amine vient de formuler la clé, le mot-clé, les deux mots-clés, au fond, de la réponse au problème auquel vous êtes tous confrontés, et toute l'industrie, c'est approche systémique. C'est-à-dire qu'au fond, venons-en, non pas aux solutions, mais à la façon dont vous abordez tous dans vos industries la problématique qu'on traite ce matin, repousser les limites, en essayant de convaincre vos collègues. Parce qu'est-ce que toute l'industrie, les CEO, les boards, les financiers, mais aussi les ouvriers, enfin les ingénieurs, est-ce que tout le monde a pris conscience de tous, entre nous, ici dans ce cercle, on se dit de manière intelligente. Et, je veux dire, approche systémique, c'est bien ça le sujet. C'est au fond d'avoir une capacité de vision stratégique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors on parlait tout à l'heure de la temporalité. C'est-à-dire que si on veut une approche structurelle, il va falloir qu'on prenne le temps. Je pense que ça a été évoqué lors de la précédente intervention. Maxime Blondeau. Et quelque part, on parle des coopérations, on parle des réintégrations des filières dans les territoires, on parle d'attractivité, on parle d'éducation. Vous comprenez bien que ce n'est pas des solutions qu'on peut mettre à très court terme. Ouais. À très court terme et en même temps. Donc, alors, comment vous hiérarchisez? Venons-en à comment vous faites pour améliorer. Alors, il y a déjà, quand on gère une crise, c'est bien d'avoir une solution à 20 ans, mais ça ne résout pas la crise tout de suite. Donc, il faut aussi regarder quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place très rapidement. Et chez nous, donc chez AkzoNobel, on promeut les triple R, c'est-à-dire... Triple R. Triple R, la première, c'est la réduction. Et ça tombe bien puisqu'on est dans une situation de pénurie. Donc, on essaie de réduire les usages. Et on a un certain nombre d'exemples là-dessus. Même d'ailleurs dans la société française, quand il y a eu l'augmentation du prix du gaz, on a compris que les ménages français ont réussi à réduire de 10% leur consommation. Et donc vous dites, on ne fabrique pas moins de produits, si, mais on fabrique des produits avec moins de pigments, moins de composants. Oui, et on va faire en sorte à ce qu'on va essayer de faire que les stocks soient au bon endroit pour fabriquer les bons produits que nos clients nous demandent. D'accord. C'est-à-dire, on optimise quelque part la chaîne d'approvisionnement. Les deux autres R, c'est quoi? Le deuxième R, c'est la réutilisation. Donc, essayons de réutiliser les maximums de ressources.
Alors, on a énormément d'exemples sur la partie énergétique. On connaît tous des filières qui produisent de la chaleur. Eh bien, si on est en train de faire un système de chauffage urbain, on va aussi essayer de chauffer une piscine avec tout ce qui est chaleur résiduaire. On a aussi Là, on est dans le territoire. On a aussi un certain nombre d'exemples chez nous, c'est-à-dire que si on doit faire des batchs, on va essayer de ne pas nettoyer un certain nombre des produits, des cuves des fabrications, pour essayer de minimiser les ressources et essayer de valoriser au maximum. Et le troisième R, alors? Et la troisième, c'est le recyclage. Donc on a parlé, aujourd'hui on recycle très peu, mais ça doit devenir une filière de plus en plus importante dans toutes nos activités. Et là on part sur quelque part une notion de plus long terme, parce qu'il va falloir ces filières-là de recyclage les structurer. Et aujourd'hui, on voit, par l'exemple qui a été donné, qu'on est en train de parler des 7% de recyclage global. C'est formidable de vous entendre quand on est citoyen. On se dit, ils pensent recyclage, ils pensent réutilisation, ils pensent en utiliser moins. Je ne vous fais pas l'insulte de poser la question de savoir si c'est du greenwashing, un discours officiel de la société, et si vous le réalisez vraiment. Vous êtes dans quelle dimension opérationnelle aujourd'hui de la mise en œuvre des 3 R? On les mesure de plus en plus. Et quelque part, dans la société dans laquelle je travaille, on s'est donné des objectifs chiffrés et très précis. Il y a une évaluation de comment je l'applique. On est en train de dire qu'on va réduire notre impact carbone de 30% en 2030 sur une base de 2019. Et on souhaite devenir totalement neutre en 2050. Donc, c'est un schéma qui est déjà en cours des réalisations. Alors, on repasse par... je reviens à vous, parce qu'on veut voir aussi comment l'autre de la filière met en place des procédures. Comment vous faites dans vos secteurs à vous deux, et je viendrai à vous dans un instant, Stéphane Bourg aussi, mais Madame Gay et Bruno Jacquemin, comment vous faites chez vous? Qu'est-ce que vous mettez en place chez Yara pour faire moins, pour faire mieux? De mieux d'engrais. Alors, je vais peut-être revenir sur le diagnostic, parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est de proposer des solutions pour répondre aux enjeux de nos agriculteurs. Nous, le diagnostic au niveau de l'agriculture, il est très simple. Nous allons devoir nourrir 2 milliards de personnes en plus d'ici 2050, même si nous allons normalement atteindre un plateau en 2064, mais il faut encore aller jusqu'à 2064. Ensuite, on a aussi pour objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 100% d'ici à 2050. Et troisièmement, nous devons aussi rendre 1,2 milliard d'hectares agricoles à la nature. Donc une fois qu'on a ces enjeux globaux, je résume avec 3 chiffres, il a fallu qu'on mette en place des technologies, des innovations pour réduire nos impacts tout en produisant plus. C'est le fameux biodengrais. Je vais vous donner un chiffre qu'on a présenté hier à notre Assemblée générale. En 30 ans, en France, nous avons divisé par 2 la consommation d'engrais en France, moins 50%. Pourquoi? Parce que notamment, nous avons mis nos efforts pour faire en sorte que chaque nutriment apporté à la plante soit effectivement consommé. Ouais. Et c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que d'une part, vous réduisez les pertes, d'autre part, vous répondez vraiment à ce dont la plante a besoin. Donc ça, c'est la première approche technologique, efficience de toute la palette de solutions et les grandes innovations. Vous allez entendre parler beaucoup de biosolutions, les biostimulants qui nous permettent aujourd'hui de rentrer en communication directe entre le microbiote racinaire des plantes, comme nous. Les plantes ont un microbiote qui permet donc vous améliorez votre performance. De mobiliser les nutriments. Voilà. C'est la R&D. Exactement. Ça, c'est le point 1. Maintenant, les obstacles qu'on a cités, comment vous essayez de les résoudre? Comment trouver de nouvelles sources de matière organique? L'élevage, voilà, on a tous les chiffres en tête. Voilà, l'élevage qui fournit une bonne partie de nos matières premières diminue. Là, on a toute une partie sur le recyclage. Alors, je vais vous parler de projets pilotes, mais c'est quand même des grands projets pilotes. La ville de Londres, par exemple, va récupérer l'ensemble de nos déchets alimentaires. Personnel et de la restauration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de récupérer tous ces nutriments qui sont jetés de manière à les réintégrer dans les engrais que nous fournissons aux agriculteurs. Et en France, on a quand même des gros acteurs avec qui on espère pouvoir débuter très rapidement. Ensuite,
Nos flux d'approvisionnement, eh bien, écoutez, il a fallu trouver d'autres fournisseurs. On a réussi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'Europe continue à garder de bonnes relations et surtout que tous ces approvisionnements de matières premières dont nous avons besoin ne rentrent pas dans des négociations plus profondes. Aujourd'hui, les engrais font partie de l'économie de guerre de la Russie. Bon, bref. Et enfin, au niveau des process industriels, mais je pense que j'ai oublié certains points. Process industriels, je vous ai parlé de nos sites qui produisent énormément de carbone. On a déjà fortement innové dans les années 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des sites européens, français européens, de production d'ammoniac, ont déjà un profil de réduction de gaz à effet de serre qui est de 50 à 60% supérieur à tous les autres sites à travers le monde grâce à des technologies catalytiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de transformer nos sites de production pour justement faire en sorte d'avoir des associations avec des électrolyseurs. Moi, lundi, en Norvège, on a inauguré... oui, parce qu'il faut de l'hydrogène, on l'a vu. Exactement. Donc, on a inauguré un premier hydrogène qui va permettre, qui, dès à présent, fournit des engrais décarbonés. C'est-à-dire que vous passiez de 2 tonnes de CO2 dégagées à 150 kg de CO2. Mais vous m'aviez dit quand même... par rapport à la chaîne de valeur, ces engrais sont concrètement utilisés par les céréaliers suédois qui derrière valorisent, parce que les engrais restaient quand même le point noir pour décarboner nos productions agricoles. Mais derrière, vous avez des consommateurs qui aujourd'hui achètent de la farine décarbonée avec un étiquetage agroclimatique. Je voulais vous donner cet exemple par rapport à la chaîne de valeur. Oui, pour voir que ça marche. Et ça marche. C'est exactement. Aujourd'hui, on a des consommateurs suédois qui font le choix d'acheter des farines avec un étiquetage agroclimatique. Quand même, merci beaucoup pour cet exemple très pertinent. Bruno Jacquemin, quelle est l'approche systémique que dans votre filière vous mettez en place? Alors, vous avez raison de dire qu'on est dans une approche systémique qui est particulièrement complexe. Vous l'avez vu, nous on est sur je dirais, des chaînes de valeur extrêmement variées, extrêmement différentes. Imaginez 60 métaux qu'on va, dans une première partie sur le début de la chaîne, on va essayer de séparer et après qu'on va recombiner pour faire des alliages. Donc on a effectivement une très grosse complexité liée en plus à je dirais, un environnement mondial. On a des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, des enjeux d'émissions de carbone. Moi, j'ai parmi mes adhérents un adhérent que vous connaissez tous, qui est ArcelorMittal, qui à lui seul émet 4% des émissions de CO2 de la France. Hey. Il est engagé à un horizon court qui est avec une pression extrêmement importante pour se décarboner en changeant, comme l'a évoqué Madame, en changeant non pas cette fois-ci, en changeant en fait son processus de réduction de minerai de fer, en utilisant de l'hydrogène, dans un premier temps du méthane et demain d'hydrogène. C'est des investissements faramineux. On parle en dizaines de milliards à l'échelle européenne, plusieurs dizaines de milliards à l'échelle européenne, et on a une accélération de l'enjeu aujourd'hui avec je dirais une problématique majeure qui est le coût de l'énergie. Comment fait-on pour assurer tout ça? On le voit bien, on va démultiplier les usages de l'énergie décarbonée électrique. Comment on va faire ça alors que le prix de l'énergie aujourd'hui en Europe est 3 fois plus cher que partout dans le reste du monde? C'est ça notre sujet. En fait, on est dans une économie de guerre. On est dans une économie de guerre où on a nous-mêmes déclaré, on est allé un peu rapidement sur le champ de bataille en décidant qu'on allait plus vite que les autres à l'objectif de décarbonation. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est ça notre enjeu. Donc pour faire ça, on a une filière qui, de l'extraction au raffinage à la transformation, est pleinement mobilisée. Elle est pleinement mobilisée pour optimiser son empreinte environnementale, pour optimiser la manière dont elle travaille avec les parties prenantes sur la partie minière, par exemple, pour regarder effectivement comment, sur les parties d'innovation, elle trouve des nouveaux concepts, des nouvelles innovations qui permettent effectivement d'optimiser le recyclage, parce que de la ressource, on en a finalement beaucoup quand on regarde bien les métaux, en particulier les métaux et minéraux. On peut les recycler et on en a beaucoup dans les déchets. Oui, mais ça fait à peu près 15% des besoins seulement. On peut augmenter cela. On a aujourd'hui des déchets qu'on n'utilise pas. Aujourd'hui, les métaux, l'intérêt des métaux, c'est qu'ils sont a priori recyclables à l'infini. Il faut simplement trouver les moyens de les recycler mieux. Et ça nécessite aussi de travailler sur l'éco-conception, de travailler. On doit parler de sobriété. C'est pas un gros mot de parler de sobriété. Sur ça, mais il faut en discuter avec les filières aval. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 2 dimensions. On a une dimension interne à notre écosystème avec des enjeux d'énergie, de transformation, d'innovation, de respect des normes sociétales et environnementales. Et
Et après, et ça c'est, je dirais, on est déjà engagé, et soyons clairs, depuis déjà de nombreuses années sur ce sujet-là. Et en revanche, on a un enjeu qui est plus compliqué pour nous, c'est le dialogue avec l'aval, où on doit montrer à nos filières aval, et on a toutes les filières aval de l'industrie française devant nous, on doit leur montrer, on doit leur expliquer la complexité de notre affaire. Et ça, c'est compliqué, ça c'est difficile, et ça c'est des vrais enjeux. Alors c'est là où je voudrais interroger Stéphane Bourg, parce que vous dites quoi, vous, aux chefs d'entreprise qui viennent vous voir et qui attendent peut-être des solutions clés en main, là où M. Amine nous a bien dit, non, approche systémique. Quelle est votre vision que vous avez de l'état de l'industrie aujourd'hui, de sa prise de conscience? La prise de conscience, elle est tardive, mais elle commence à monter. Et pour reprendre un terme que Guillaume Pitron a prononcé pendant l'Assemblée générale de la 3e il y a juste quelques mois, on leur apprend à faire filière, justement. C'est-à-dire à comprendre leur position dans les filières. Et on travaille, justement, nous on réunit l'aval, le midstream et l'amont pour faire tous nos travaux. On réunit tous les acteurs et on les fait travailler aujourd'hui sur un concept qui est assez puissant, qui s'appelle le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction. Ne rien faire, ça coûte très cher. Exactement. Ils savent tous que faire quelque chose, ça coûte très cher. Mais nous, on leur montre que ne rien faire, ça coûte très, très, très cher. Vous rejoignez totalement l'esprit de Maxime Blondeau. Hein. C'est la même chose que ce qu'il vient de nous raconter. C'est exactement ça. Et avec, évidemment, chaque secteur a ses particularités. Chaque filière n'est pas forcément sensible au même niveau. Ça va être vraiment dépendant, donc il faut comprendre tout ça, il faut l'expliquer. Dans une batterie, le coût des matières premières, c'est 60 à 70% du produit. Dans une voiture, un sujet qu'on a eu à traiter récemment, le gallium, qui est aujourd'hui indispensable à 2 niveaux, les ABS et le dispositif de charge, c'est 1 euro, 1,50 €. Aujourd'hui, les filières sont organisées de telle façon que chaque service achat doit s'assurer qu'il a en gros 3 fournisseurs différents dans 3 pays différents, et que s'il n'est pas livré, il a des pénalités qui lui sont payées, qui permettent de couvrir à peu près, lui, son budget achat. Sauf qu'à l'arrivée, il n'y aura pas de voiture. Donc le service vente, lui, il ne va rien faire. Bien sûr. Et donc nous, on mène avec les acteurs des différentes filières, on évalue ce coût de l'inaction. Et le coût de l'inaction, de manquer d'1 gramme de gallium dans une voiture, potentiellement, ça revient à peu près 500 millions de pertes sur un modèle de voiture pendant 6 mois. Et ça reviendrait à un équivalent du coût du gramme de gallium à 2 000 €. Aujourd'hui, c'est 500 € le kilo. Mais est-ce que vous pouvez aider aussi, par exemple, les industries de la FIPEC? On peut, cette réflexion, elle peut s'appliquer à tous les secteurs. Et l'important d'agir, c'est dans ce qu'a dit Bruno, c'est l'implication des filières aval. Aujourd'hui, chacun délègue la responsabilité en dessous. La traçabilité est faite, il y a la réglementation pour la traçabilité. Donc, on s'assure que notre fournisseur de rang N-1, N-2 respecte ceci, qui lui-même doit vérifier que, et on fait confiance que sur tout l'ensemble, ça va marcher. Mais on ne s'y investit pas. Et donc ça marche pas, ça marche plus. Ça marche sur en théorie, mais on ne prend pas la responsabilité financière et économique au bout. Et si un fabricant de voitures acceptait potentiellement qu'il y ait une production, ou un fabricant d'engrais ou de pigments, qui ait une production diversifiée, qui va peut-être coûter 2, 3, 4 fois plus cher à la base, mais qui sur son produit, lui, va jouer à 1%, 2% uniquement, voire moins selon les filières, malheureusement plus sur d'autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle qui s'applique à tout. Ça peut permettre de mettre en place des modèles d'économie circulaire, basés un peu plus sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, donc d'intégration un peu plus verticale, par des mécanismes qui peuvent être soit vraiment pratico-pratiques, on prend des parts dans nos fournisseurs, ou uniquement financiers par des méthodes qui ont été rappelées, des comptabilités en triple capital, modèle CARE par exemple. Voilà. Alors, Redouane Amine, comment on fait chez Rexalta, Axalta Refinish? Je ne vais pas revenir sur... Vous avez 3 heures, vous aussi? Oui, bien sûr. Ah bah si, dites-nous. Ah bah non, vous ne pouvez pas vous défiler, là. Je ne me défile pas. En fait, il y a 3 blocs. Le premier bloc vient d'être abordé. Donc, la contingence d'un point de vue gestion-achat. OK, les alternatives de fournisseurs, comment on impose un certain nombre de normes, comment on les suit, comment on les pilote, la gestion du risque. OK, très bien. Donc ça doit être fait. Et ça doit être fait partout. La problématique, c'est sur l'intégralité des matières premières, sur l'intégralité des entrants, sur l'intégralité des continents. Enfin, il faut bien se mettre dans la peau d'un fabricant de peinture. Les références sont massives. Les formules il y a des millions de formules. Donc, on parle d'un sujet d'une complexité importante. Premier sujet. OK.
Deuxième sujet, j'aime bien parler de l'intégration de ces problématiques dès le design d'un produit. Oui. Parce qu'une des problématiques qu'on a, nous, c'est qu'on reformule. Donc on a un problème de pigment, on reformule. Un pigment, allez, entre 6 mois, 2 ans de reformulation en fonction de la complexité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on investit des forces de R&D et de reformulation de façon à avoir des temps de traitement les plus courts possibles. Ça fait partie de la contingence, mais ici, un point de vue R&D. Design to cost, l'intégration de ces problématiques dans le design et donc dans les besoins des consommateurs. On vient d'en parler beaucoup. Donc M. Blondeau, à juste titre, nous montre que c'est une problématique majeure qui commence à pénétrer le cerveau de tous les consommateurs et aussi des clients. Et aussi donc, par exemple, chez Axalta, c'est quelque chose qu'on a intégré très tôt comme tendance importante, notamment dans l'industrie automobile où les coûts d'énergie sont très contraints. Donc, on design des produits, par exemple, qui vont sécher à l'air. Donc, vous utilisez moins d'énergie. Et en le vendant au consommateur final comme étant une qualité. Un argument de commerce, etc., mais qui rentre bien dans une problématique globale. Donc, vous intégrez le marketing et l'évolution de l'alimentalité du public dans votre stratégie. Dans la conception des produits, exactement. Donc, ça, c'est la problématique qu'on va avoir, c'est qu'on a des cycles de produits qui sont très longs. On a des cycles de conception qui sont très longs, et je viens de vous dire, complexes. Et donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'aspect systémique des sujets. Je pense que notamment une des parts des solutions, et typiquement un peu ce qu'on fait ici grâce à la FIPEC, mais il faut qu'on ait des organismes qui soient soit pilotés, soit gérés avec l'État, qui permettent de réunir l'intégralité d'une filière complète, et qui permettent de discuter... C'est les comités de filière ou des organismes comme le FREMI. Sur du temps long, du temps très long. Et c'est ça, une des grosses problématiques qu'on a, c'est bien celle-là. Et quand on parle de temps long, on parle de 10, 20, 30 ans. Hein. On ne parle pas de 2-3 ans. Quoi. On a entendu la solution, c'est plutôt que de se foutre dans le bordel comme on le fait politiquement, autant prendre la solution chinoise. Une dictature, 30 ans, un objectif, un plan, tout va bien. C'est ça que vous nous suggérez ? Oui, évidemment. Je fais de la provoque. Justement, sur ces organisations où chacun doit s'assurer de ses fournisseurs précédents, quand vous partez de l'aval et que vous remontez, quand vous allez aller vers le midstream, vous avez de plus en plus de fournisseurs possibles, de produits finis, semi-finis, etc. Mais quand vous allez revenir vers l'amont, selon les matières premières, à l'arrivée, tout ce midstream peut potentiellement reposer sur une seule mine, sur un seul pays, sur une seule usine de transformation. Donc il faut l'intégrer dans la réflexion initiale, de ne pas se retrouver cornérisé. Il faut que l'acteur aval sache ça. Il faut bien qu'il se dise que même s'il a, lui, ses 3 fournisseurs dans 3 pays différents, etc., à l'origine, la matière première, elle peut venir d'une seule mine ou d'une seule usine. Et donc tout peut planter à ce niveau-là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Monsieur Clé, monsieur Amin. Juste un point que j'ai oublié. Et les questions de la salle. Je suis sûr qu'il y a des questions de la salle. Fondamental. Et donc, c'est le rôle de l'État, entre autres, et des relations internationales. On a parlé tout à l'heure. En fait, on a des bassins de production mondiaux, notamment la Chine ou l'Inde, qui captent un certain nombre de productions. Okay. Si on se met dans des temps un peu long, si politiquement, on n'est pas capable de travailler correctement avec ces partenaires-là, on oublie la fourniture de matières. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le voir, financer des mines en France, en Europe, c'est quelque chose de complexe. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça nécessite beaucoup d'argent, du temps. Et on n'a pas vraiment d'acteurs à ce jour qui sont manifestés et qui sont, je veux dire... Non, mais donc vous dites qu'il faut s'entendre avec les Chinois, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que exactement le risque géopolitique n'est pas à mettre sous le tapis ici. C'est quelque chose de fondamental dans ce qu'on dit. Bien sûr. Un mot très court et je passe aux questions de la salle, si vous voulez bien. Juste pour compléter, pour illustrer ce qui se passe avec la Chine, c'est que dès que vous avez le moindre début de nouveaux risques géopolitiques, la Chine ferme immédiatement ses exportations d'engrais. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un marché mondial et en effet, cette gestion relationnelle entre des pays clés, et la Chine est le premier pays producteur au monde d'urée d'engrais. Donc on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble de nos productions alimentaires. Oui, donc vous voulez tous parler chinois. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de lumière dans la salle pour que je vois mieux les gens, parce que l'éclairage là voilà, merci beaucoup. Alors, je suis sûr que tout ce qui vient d'être dit, qui vous touche directement, vous a inspiré des réactions, ou alors vous êtes totalement d'accord avec tout ce qui est dit, ou au contraire, alors monsieur ici, derrière, Gaël, il y a une question ici, est-ce qu'on peut porter un micro à monsieur, s'il vous plaît
Voilà, merci beaucoup. Présentez-vous peut-être d'un mot. Oui, Gilles Lemaire, France Chimie de France. Merci pour ces réflexions que je trouve intéressantes. J'ai quand même une réserve. Bon, sur le plan technique, je pense qu'on maîtrise le sujet et de plus en plus, et je fais confiance aux chimistes, bien sûr. Mais par contre, sur le coût, le coût du recyclage, est-ce que les consommateurs... Vous l'acceptez? Absolument. Vous venez de dire qu'ils sont prêts. Bon, je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer le coût? Et sur le plan international, est-ce que d'autres continents vont être au même rythme que nous sur cette question? Parce que c'est bien beau, on est tous d'accord sur le constat, on est tous d'accord sur les solutions techniques, mais après, comment ça fonctionne? Alors je dis en termes de coûts, et puis après, au niveau international, on voit bien que les Américains, comme les Chinois, pour être très simple, n'ont pas le même rythme que nous en termes d'exigence sur la durabilité. Donc, qui paye et risque de distorsion de concurrence, c'est ça que vous nous dites? Absolument. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Sobo, vous ne vouliez pas dire un mot en complément? Non. Est-ce qu'il y a une autre, quelqu'un de la FIPEC, des industriels que vous êtes de la FIPEC? Tout ce qui a été entendu là vous semble suffisamment clair et vous n'avez pas d'objection particulière? Bon, on va répondre à cette question. Alors, Monsieur Philidis, la question du coût des 3R, par exemple, vous l'avez intégré comment? Alors, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Absolument. À quel moment on concilie les marqueurs coûts avec les marqueurs valeurs? Puisque, quelque part, on est en train de parler des filières qu'il va falloir structurer. Il va falloir développer des talents. Certains de ces talents aujourd'hui sont très difficiles à trouver. Donc, à un moment donné, cette question va se poser et la question va être aussi vis-à-vis du consommateur. On a eu un début de réponse qui est qu'un organisme comme la FIPEC doit aussi faire les lobbying nécessaires vis-à-vis des instances publiques pour que si on doit aller ensemble vers cet indicateur-là, que ce soit clairement compris et que quelque part, on force aussi le consommateur à se poser ce type de questions. Monsieur Amin, Redouane Amin, la question du coût, qui paye? C'est une question super compliquée. Aujourd'hui, les consommateurs, du moins dans mon métier, sont prêts à payer un upgrade environnemental s'il est transformé en avantage technologique, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous chauffez moins pour faire sécher votre peinture, vous pouvez vendre votre produit plus cher puisqu'il y a un avantage final pour le consommateur, enfin l'utilisateur final. Dans un cas différent, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et posez-vous peut-être la question... vous-même, sur votre propre consommation, vous roulez dans une voiture allemande au diesel, demain vous roulez dans une voiture allemande 100% électrique, elle est strictement pareille, elle est de même qualité. Elle est beaucoup plus chère. Beaucoup plus chère. Qu'est-ce que vous faites? Voilà la question qui se pose à tout un chacun. Bruno Jacquemin. Mais alors, sur ce sujet-là, c'est vrai que nous, on le voit bien sur le marché. Personne n'a envie aujourd'hui de payer le premium vert. En tout cas, en amont de la chaîne de valeur, ça paraît clair. Mais en même temps, il faudra bien à un moment donné y aller. Mais ça passe aussi par des réflexions différentes sur la manière de concevoir les achats. Aujourd'hui, on voit bien, on a des OEM, si je suis assez pragmatique, on a des OEM qui vont vers les fournisseurs de lithium en disant « Si je vous achète un gros volume, je paye moins cher ». Et nous, on leur dit non. Si vous achetez maintenant, si vous engagez maintenant, vous vous prémunissez contre des hausses de prix de demain. Ça, c'est des raisonnements, des comportements d'acheteurs avec lesquels qui vont changer. On n'a pas eu l'habitude de fonctionner pendant 30 ans. Donc ça ne va pas se changer en un claquement de doigts. Oui. On a besoin, à mon avis, d'avoir des dialogues. C'est pour ça qu'on parle de... Stéphane l'a rappelé, on a besoin d'échanger avec les acteurs pour qu'ils comprennent les logiques de marché qu'on a sur le sujet. Parce qu'en plus, sur ces sujets, sur les prix en l'occurrence, les prix des métaux sont d'une opacité, soyons clairs, sont sur certains métaux d'une opacité assez frappante. On a des négociants qui sont des leaders mondiaux qui ne sont pas européens, ils sont souvent suisses, voire chinois maintenant, et ils font ce qu'ils veulent.
Quand on a la majorité du marché, on peut créer de la pénurie, on peut faire de l'augmentation de coûts. On l'a vu il y a 2 ans sur le nickel, qui a pris 300% en une journée. Donc on a une grande fragilité par rapport à ça. Donc il faut raisonner long terme, et c'est toute la difficulté, la problématique à laquelle on est confronté. Raisonner long terme, tout en commençant à agir maintenant. On a le patron des achats chez Sconobel. Donc, comment vous raisonnez, vous, face à ce changement de mentalité des acheteurs? Ça vient d'être évoqué. En fait, on est en train de regarder sur un horizon des coûts qui commence à englober un certain nombre de choses. Donc, on l'a dit, si on apporte une innovation technologique, eh bien, on est en train de réduire ce qu'on appelle en anglais les TCO, les Total Cost of Ownership, c'est-à-dire que, certes, le produit qu'on va utiliser coûte un peu plus cher, mais j'économise sur la partie séchage, donc de la partie énergie. D'accord. Quelque part, il va falloir continuer à élargir le spectre de ces TCO pour inclure de plus en plus des considérations sur la valeur environnementale, sur la valeur sociale, etc. Mais est-ce que c'est partout? Parce que le deuxième aspect de la question, c'est la distorsion de concurrence, le risque. Est-ce que c'est partout? Est-ce que vous avez une vision mondiale, mais tout le monde... Donc, est-ce que partout, on va intégrer le même raisonnement? Et aujourd'hui, on l'a dit, sur la partie CSRD, on attend quelque part l'arbitrage de la Chine, de savoir si on va passer surtout sur des normes IRFS ou sur quelque chose comme les CSRD. Donc, c'est évidemment une question très complexe. Bien sûr. Et même si on travaille dans un groupe international, on n'a pas la solution à cette question-là. Hein. Delphine Gay. Alors oui, je vais répondre concrètement à la question du coût, étant donné que j'ai l'exemple notamment en Suède. En fait, on est parti du principe qu'on ne va pas regarder d'un côté la décarbonation, d'un côté la performance agronomique, d'un côté la performance de l'exploitation. Ce que nous avons développé collectivement au sein de la filière, c'est la fertilisation associée, c'est-à-dire c'est de proposer aux agriculteurs le meilleur équilibre entre performance agronomique, environnementale et économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs et on a une répartition de toute la valeur dans la chaîne. Et donc c'est avoir une vision holistique à la fois des problèmes et des solutions. Voilà, alors par exemple, je vais vous donner je vais pas vous donner le prix, mais Si. Un engrais décarboné face à un engrais gris, classique, le coût c'est x2 d'achat pour l'agriculteur. Ah oui. Et aujourd'hui, ce coût est à la fois compensé par la meilleure efficience, compétitivité, avec une palette de solutions qui est proposée aux agriculteurs pour s'adapter à sa production, à son territoire et surtout aux débouchés. Hein. Et ensuite, derrière, il a fallu que l'ensemble des acteurs valorisent cette réduction de l'empreinte climatique, parce que jusqu'à la baguette de pain, c'est moins de 12% d'empreinte climatique. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais, oui, mais vous arrivez à le convaincre qu'il peut payer? C'est-à-dire qu'il y a une répartition de cette valeur de cette approche agroclimatique du produit. Et donc, ça fonctionne aujourd'hui très vite avec des filières type filière whisky, où derrière le consommateur est véritablement prêt à acheter cette transformation de l'ensemble de la filière. Donc nous, on n'est pas dans une approche attentiste du gouvernement, juste pour répondre. C'est-à-dire que c'est pas seulement au gouvernement de nous dire on va vous aider comme les voitures électriques. Non, c'est à nous aussi de créer ce fonctionnement filière qui, on a de la chance, existe au niveau agricole et agroalimentaire. En conclusion de cette table ronde, à moins qu'il y ait une autre question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui... Oui, monsieur, ici, attendez, on va vous fournir le micro, s'il vous plaît. Oui, non, mais ça suffit pas, parce qu'on enregistre. Donc on a besoin d'avoir le souvenir de ce que vous allez nous dire. Et je me demande si je ne reconnais pas un certain Menicucci. Ah, bah, vous voyez, à force. Je vous en prie. Philippe Menicucci, Alios. Simplement, c'est plus qu'une question, c'est une réponse. J'écoute avec beaucoup de simplicité. C'était passionnant tout ce qu'on a entendu. Et quand j'entends les dernières questions qui consistent à dire est-ce qu'on est prêt à payer, entre guillemets, ce progrès ? J'ai envie de dire tout dépend d'une chose, et on le sait très bien. Tout dépend de... Tout dépend d'une chose, on le sait très bien. Y a-t-il alternative ou pas ? À un moment donné, si on n'a pas le choix, on paiera le prix qu'il faut. Et là, encore une fois, le législateur, la normalisation va jouer son rôle. On sait très bien qu'il y en a des produits qui sont beaucoup plus nobles aujourd'hui, mais qui n'ont pas de grand succès économique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des alternatives. Quand il n'y aura plus d'alternative, on sera bien forcé de payer le prix de quelque chose de plus vertueux. Alors au fond, Stéphane Bourg, ça vous amène la capacité à conclure. Voilà, finalement, on va y arriver parce qu'on n'aura pas le choix.
C'est ça que vous dites aux entreprises. On n'aura pas le choix, mais il faut faire ce travail à 3 échelles de temps. Et ça a été un peu mentionné. Il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Ce que dit monsieur, c'est parfait pour le long terme. Je vous avoue que nous, avec nos partenaires industriels, on a beaucoup de mal à convaincre les filières aval de venir aider les filières amont sur des visions long terme. C'est un peu ce que disait Bruno. Sur le court terme, là, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui potentiellement beaucoup plus de poids et beaucoup plus de levier. Mais aujourd'hui, sur le court terme, les industriels ont quand même beaucoup tendance à se reporter vers les pouvoirs publics pour trouver certaines solutions. Et parce qu'on malheureusement, on n'a pas anticipé justement il y a plusieurs années sur ce moyen et ce long terme. Donc, on met tout en place aujourd'hui. Il faut tout développer au même moment. Il y a plusieurs leviers. Ils ne sont pas du tout les mêmes par filière. Ce que vous mentionnez, moi, ça me rappelle un peu l'économie de la fonctionnalité qui peut marcher dans certains secteurs. Dans certains secteurs, si vous mettez en place cette économie de la fonctionnalité, moins vous allez vendre de produits, plus vous allez faire de bénéfices. Parce que vous allez vendre un service et non pas un produit. Et vous, finalement, si vous arrivez à vendre le service en vendant le minimum de produits, ben vous margez plus. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le cas des engrais. Aujourd'hui, on a intérêt à vendre une performance de désherbage, une performance de désintéresation qui... de décarbonation, notamment, mais qui fait qu'on arrive aujourd'hui à d'autres modèles et qui recoupent tout, qui recoupent la sobriété, qui recoupent la performance, tout en restant dans une économie de croissance. On pourrait des heures et des heures dans la foulée de ce que Maxime Blondeau et... On peut continuer à travailler avec nous. On a bien compris et on en sera ravis. Je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette table ronde, mesdames et messieurs. Merci infiniment pour tous ces éléments. Évidemment, la réflexion n'est pas finie, mais voilà, c'était l'enjeu ce matin avec ce choix de Jacques Menicucci et de l'équipe de la FIPEC de vous proposer une réflexion en 2 temps, avec à la fois Maxime Blondeau et sa vision du territoire, et on voit bien avec la table ronde qui vient de s'exprimer ici et du débat qu'on a eu, comment ça influe complètement, ça infuse le territoire, nous transperce, je ne sais plus quel est le verbe exact qu'utilisait Maxime Blondeau. Je voudrais vous remercier en tout cas, vous, à votre tour, pour votre participation déjà à cette table ronde. Bravo, Monsieur le Président, c'est à vous de conclure cette matinée. Je vous en prie, Jacques. Merci à tous. Bien. D'abord, merci à Thierry pour cette excellente animation. C'était vivant, dynamique. Merci pour la conclusion de Stéphane qui nous donne un peu le moral globalement. Merci de Delphine, qui au niveau des engrais, merci aussi de l'autre côté au niveau de tout ce qui est minerai, merci aussi un peu plus près de nous, Axalta et Axo, de leur réflexion. Tout est bien lié, tout est bien, il y a des grosses contraintes, j'ai bien aimé moyen, court et long terme, ou court, moyen, long terme, et à intérêt de tout intégrer. Mais vraiment, merci à cette table ronde qui était formidable, qui était très... Merci aussi à Maxime Blondeau, qui est parti de loin, qui a resserré un peu plus au quotidien aujourd'hui nos problèmes. Je trouve qu'on a fait un bon choix. Je pense que tout le monde est ravi. J'espère qu'on aura des conclusions de votre part qui seront également satisfaits. Et voilà, merci beaucoup. Vous méritez toutes et tous d'aller un petit peu boire un coup, parce que c'était très, 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 très actif, très dynamique. Et je pense que vous avez apprécié. Donc, je vous remercie pour votre présence. Merci.
de